Alors, je m'appelle Paul Nouguered, donc je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse. Et donc, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire matériaux et durabilité des constructions. Donc, c'est un laboratoire qui traite de questions sur les problématiques du génie civil. Et donc, la manière dont les bâtiments vieillissent et ouais, dont les différents matériaux vieillissent aussi au fur et à mesure des années. Et donc, avant d'être dans ce laboratoire, où j'ai été recruté en tant que maître de conférence depuis septembre de 2024, en fait, avant d'être dans ce laboratoire, j'ai fait une thèse dans un autre laboratoire à Paris, qui s'appelle le laboratoire Géométrie, Structure, Architecture. Donc, c'est un laboratoire qui est dans une école d'architecture et qui, en fait, au sein duquel il y a beaucoup d'études sur les structures en pierre de taille. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont faites aussi bien en termes de modélisation, comme on va voir juste après, sur les structures en pierre de taille, et puis aussi des expérimentations de construction de structures en pierre de taille assez particulières avec des joints particuliers et puis des morphologies très spéciales. Voilà. Juste pour expliquer au niveau temporel, en gros, j'ai commencé ma thèse d'architecture au laboratoire GSA, Géométrie, Structure, Architecture. J'ai commencé ma thèse en 2020 et j'ai terminé ma thèse en 2023. Et donc, dans le cadre de ma thèse qui portait sur la modélisation des structures en pierre de taille, ben, j'ai pu travailler sur le chantier Notre-Dame notamment. Alors, dans le cadre de mon début de thèse de doctorat en architecture, bah, on a commencé avec mon directeur de thèse à développer des modélisations numériques pour les structures en pierre. Et donc, on s'est rendu compte assez vite que quand on les faisait tourner sur nos ordinateurs personnels, eh bien, les calculs prenaient beaucoup de temps et on commençait à être limité en capacité de calcul. Donc, on s'est tourné vers une structure qui s'appelle le Criant, qui en fait nous a aidé à utiliser en fait beaucoup plus de moyens de calcul pour faire tourner nos modélisations de structures en pierre. Alors au départ, dans ma thèse de doctorat, on n'était pas forcément amené à travailler sur les structures en pierre de Notre-Dame. En fait, j'ai commencé à faire le sujet de thèse avec mon directeur de thèse avant même l'incendie qui s'est déclaré en avril 2019. Et en fait, les circonstances ont fait qu'on s'est retrouvé dans l'équipe de recherche avec les autres partenaires de recherche pour faire des modélisations du coup sur les structures de Notre-Dame dans le cadre du chantier de reconstruction. Voilà. Dans le cadre des recherches en architecture, en fait, c'est assez rare de pousser les simulations numériques aussi loin. Souvent, on fait des simulations numériques pour des structures qui sont certes relativement complexes, mais sur lesquelles normalement des moyens de calcul assez basiques suffisent normalement pour faire tourner les calculs. Là, ce qui était différent, c'est que quand on a appliqué nos méthodes de calcul pour les structures en pierre sur Notre-Dame, en fait, on s'est retrouvé face à des questions de taille qu'on n'avait pas encore atteint jusqu'à maintenant. Où en fait, dans la structure de Notre-Dame, que je vais pouvoir vous montrer juste après, on va voir qu'il y a beaucoup de blocs et donc beaucoup d'éléments différents à générer pour pouvoir avoir des réponses de calcul qui sont suffisamment acceptables et pour pouvoir aider du coup les architectes de la reconstruction à prendre des décisions. Voilà. Donc dans le cadre des recherches en architecture, c'est quelque chose que j'ai pas rencontré auparavant. Et après, dans le cadre, alors maintenant depuis septembre 2024, je fais partie d'un laboratoire de génie civil qui est un peu différent d'un laboratoire d'architecture, même si on étudie aussi les objets de la construction. Mais dans le cadre d'un laboratoire de génie civil, c'est par contre un peu plus répandu d'utiliser des moyens de calcul haute performance pour faire tourner des simulations qui sont très lourdes et trop lourdes à faire supporter à nos ordinateurs sur place. Alors c'est une manière de présenter un peu le travail qui a été fait sur les différentes structures de la cathédrale.
En fait, c'est un partenariat de recherche qui s'est mis en place suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, suite à cet incendie, il y avait pas mal de questions qui se posaient sur la stabilité résiduelle des voûtes. Donc, il y a certains endroits de la cathédrale où il y avait des voûtes effondrées, où il y avait des voûtes qui avaient été très fortement endommagées par l'incendie. Et du coup, à la suite de ce premier diagnostic, bah, les architectes et la maîtrise d'ouvrage ont décidé de faire un partenariat de recherche et développement avec des chercheurs des universités et d'autres unités de recherche pour les aider et les assister un petit peu dans leurs décisions à prendre dans le cadre de la reconstruction. Donc ça a impliqué pas mal de laboratoires de recherche. Et là, je vous montre juste les laboratoires et les personnes qui ont participé aux études de modélisation des structures qui ont pris la plupart du temps de calcul dans les modélisations qu'on a fait pour les structures de Notre-Dame. Et donc voilà, c'était un partenariat avec l'Université de Bordeaux, notamment l'Université de Montpellier, l'Université de Toulouse, et puis le laboratoire GSA, Géométrie, Structure, Architecture, de l'École d'Architecture Paris-Malaquais. Et donc dans ce cadre-là, on a été amené à réaliser, à co-réaliser en fait avec plusieurs partenaires des études structurales sur les structures en maçonnerie, les structures en pierre, donc les voûtes et les arcs-boutants de la cathédrale Notre-Dame. Alors l'idée de faire participer tous ces laboratoires, en fait, c'est que chaque laboratoire a un petit peu ses particularités en termes de modélisation. En fait, il n'y a pas tellement de solution qui est admise par tout le monde pour la modélisation des structures en pierre. Donc il y a plusieurs méthodes qui coexistent aujourd'hui et qui ont chacune en fait leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc c'était nécessaire de faire participer plusieurs laboratoires qui avaient chacune leur approche de modélisation pour pouvoir en fait mettre tout ça ensemble et puis comparer les résultats de différentes modélisations qui étaient menées indépendamment les unes des autres, et puis d'avoir du coup beaucoup plus de recul sur les résultats qu'on obtenait à la fin. Et donc le laboratoire par exemple LMGC fait une modélisation qui est très différente de celle qu'on fait, et pareil pour l'Université de Toulouse. Donc il y a chacune des trois universités qui participaient en tant que modélisateur, on va dire, a pu mettre en place la modélisation adaptée. Et donc en fait, il y a des modélisations qui sont beaucoup plus coûteuses que d'autres. Donc la modélisation à Toulouse, par exemple, qui considère que la structure en maçonnerie, elle est constituée d'un seul matériau qui est complètement homogène, ben, elle est beaucoup plus facile à faire tourner en quelque sorte. Elle a besoin de beaucoup moins de puissance de calcul que les deux autres modélisations qui ont été mises en place à l'université de Montpellier, par exemple, et chez nous, du coup, au laboratoire GSA à Paris. Et donc les particularités des deux modélisations les plus coûteuses en termes de calcul, c'est qu'en fait, les deux modélisations pour l'université de Montpellier et le laboratoire GSA, c'est qu'elles mettent en œuvre des approches où on considère chaque bloc un par un. Et donc on va voir après sur des images un petit peu ce que ça implique. Mais en gros, chaque bloc est différencié les uns des autres, et puis on peut regarder quel bloc rentre en contact avec quel autre bloc, et puis voir les ouvertures de fissures, les déplacements, les mouvements, les choses comme ça. Et donc chacune des modélisations utilise des puissances de calcul différentes, et celle qu'on utilisait à l'école d'architecture, du coup, il était vraiment nécessaire d'utiliser des calculs à haute performance pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir avoir des réponses sur nos modélisations. Alors en fait, le point de départ des modélisations qu'on mène, donc pour tous les laboratoires partenaires, on avait tous le même point de départ, c'était ce nuage de points en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un nuage de points. C'est un ensemble de points qui ont été récupérés avec un laser qui a pointé un par un chacun des points qu'on voit ici là sur ce viewer. Et en fait, à partir de ce nuage de points, on est capable de reproduire une géométrie qui est relativement fiable et qui n'a pas trop d'erreurs dans sa conception, quoi. Donc on essaie toujours d'avoir des modèles géométriques qui s'appuient le plus possible sur la réalité,
Et ça nécessite du coup de réussir à définir par exemple les enveloppes de la structure ici. Donc là on voit la difficulté en fait, c'est que la maquette numérique que je vous montre ici, là, quand on la regarde de loin, on a l'impression que c'est un modèle 3D homogène, mais en fait quand on zoome, on voit que c'est vraiment composé de petits points qui sont totalement individualisés. Et donc la difficulté, ça va être de produire déjà une enveloppe de ce qu'on voit ici, de la structure de la cathédrale, pour ensuite pouvoir faire des calculs dessus. Donc ça, c'est le niveau, on va dire le niveau 0 de la modélisation. À partir de ce nuage de points, on va générer du coup ce qu'on appelle un modèle bloc à bloc. Alors là, c'est une vue du coup de ce modèle bloc à bloc. Donc on voit la différence du nuage de points, pour le coup, que on a bien les enveloppes de la structure. Là, on a bien chaque bloc qui a été bien identifié, chaque surface de bloc qui est identifiée. Et puis en fait, voilà, on a chaque bloc individuel qui peut être bien modélisé avec son enveloppe simplement géométrique, quoi. Voilà. Donc la structure, quand on la regarde comme ça, là, on va s'attarder un petit peu dessus sur cette image. Elle est composée de plusieurs éléments. Donc on a, on va dire, on va regarder juste deux éléments principaux qui vont être la voûte qu'on voit ici en blanc et en rouge. En rouge, on a ce qu'on appelle les nervures de la voûte de la cathédrale. Et en fait, cette voûte, elle va exercer sur les murs qu'on voit en vert ici sur les côtés, elle va exercer ce qu'on appelle une poussée. Donc en fait, si on avait juste les murs de chaque côté avec la voûte au milieu, ben on aurait une structure qui pousserait vers l'extérieur et qui serait un petit peu déséquilibrée. Donc en fait, les constructeurs de l'époque médiévale, alors les constructeurs de l'époque médiévale avaient très bien compris ce principe. Et du coup, pour contrer cet effet de déséquilibre vers l'extérieur, ben, ils ont rajouté des structures ici auxiliaires, là, des structures en plus qui s'appuient sur les murs en verre qu'on appelle les murs Goudreau. Et ces structures qu'on voit en bleu et en jaune, ça s'appelle des arcs-boutants. Et donc c'est les arcs-boutants qui vont permettre de rééquilibrer la structure et de faire en sorte que quand l'ensemble est construit de manière bien uniforme tout en même temps, eh bien on a une structure qui va rester bien équilibrée, bien équilibrée. Et donc, il faut bien se dire que, alors encore une fois, quand on regarde de loin la silhouette de cette structure, on a l'impression que tout est en un seul matériau homogène, mais en fait, chaque élément de cette structure est composé de petits blocs de pierre qui chacun vont trouver leur place dans la structure globale. Donc, il y a tout un effet sur quel découpage il faut donner à quel bloc, à quels endroits pour avoir un équilibre de la structure. Et ça, c'était des savoirs géométriques que connaissaient très bien les bâtisseurs de l'époque médiévale. Quand on a la structure vue comme ça, on a juste une enveloppe géométrique et c'est encore pas le moment de lancer les calculs parce que pour le moment, on n'a pas ce qu'on appelle justement le maillage. Donc le maillage, c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir lancer des calculs mécaniques sur des structures de ce type. Alors sur une structure comme ça, en fait, le maillage, on va le générer sur chacun des blocs et on va faire en sorte qu'au niveau des joints, le maillage soit ce qu'on appelle un maillage compatible. Donc ça veut dire que, alors déjà, on va zoomer sur un bloc au hasard pour bien identifier, bien voir ce maillage justement. Donc ici, on reconnaît un maillage tétraédrique. On a du coup, on voit les différents éléments sur la surface. Il faut se dire qu'à l'intérieur, ce qu'on voit en surface, c'est juste les triangles. Et du coup, à l'intérieur, on a bien autant on a tous ces tétraèdres qui vont permettre de définir ce qu'on appelle les éléments du maillage. Et en fait, c'est ça on va dire, qui définit la difficulté de notre calcul. Après, on va voir d'autres critères qui vont aussi augmenter la difficulté du calcul et la difficulté de convergence du calcul. Mais en tout cas, le nombre de mailles qu'on génère sur un modèle géométrique, c'est le premier critère de complexité de convergence du calcul. En gros, plus on a de mailles, plus ça va être long et difficile de faire converger notre calcul vers une solution mécanique stable. Alors là, du coup, ce qu'on voit, c'est
c'est les maillages des blocs. Et en fait, ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'entre chaque bloc, on a ce qu'on appelle des éléments joints, donc des éléments qui permettent de modéliser en fait des lois de comportement pour les joints de mortier. Donc en fait, au niveau de chaque, alors je vais réenlever le maillage juste pour présenter ça, et au niveau de chaque ligne qu'on voit en surface ici, là, au niveau de chaque séparation entre deux blocs donnés, en fait, on va modéliser systématiquement un joint de mortier qui va avoir donc des capacités en glissement, en compression, en traction. Donc on va pouvoir faire des comportements assez complexes et très non linéaires au niveau de ces joints de mortier. Et c'est ça qui va aussi être ça va être le deuxième facteur d'augmentation de complexité de notre calcul. En fait, la non-linéarité des modèles qu'on utilise dans nos modélisations des différents éléments du maillage qu'on a vu juste avant, et bien la non-linéarité de ces modèles va augmenter d'autant plus les difficultés de complexité, enfin la complexité de convergence du calcul. Voilà. Et donc ici, tous ces éléments qui permettent de modéliser le comportement des joints entre deux blocs donnés, donc le comportement des joints de mortier, où en fait on peut par exemple avoir du glissement entre deux blocs. Donc ça, on essaie de le modéliser de la meilleure manière possible pour essayer de se rapprocher du comportement réel du joint de mortier. Donc on a du glissement, on a des décollements aussi qui sont consécutifs à des contraintes de traction qui sont trop importantes. Et puis on a des comportements aussi assez complexes où on va avoir du glissement plus du décollement, donc ce qu'on appelle des modes mixtes en fait, ce qu'on appelle des modes mixtes 1 et 2. Et en fait, tous ces comportements, donc ça rentre dans des lois de calcul qui sont implémentées dans chacun des éléments joints un par un. Et donc quand on doit résoudre les problèmes d'équilibre mécanique pour la structure globale, en fait, on est obligé de passer par la résolution de chacun de ces éléments joints un par un, de les résoudre individuellement un par un, avant de pouvoir poser la résolution de la structure globale. Donc, au plus on a d'éléments non linéaires dans notre structure, au plus on va augmenter la complexité du calcul. Et au plus les lois non linéaires et la complexité des non-linéarités qu'on va mettre dans ces éléments joints, eh bien au plus on va augmenter encore la complexité du calcul. Ouais. Et donc ici, là, pour répondre à votre question, il y a alors l'ordre de grandeur, je l'ai plus exactement en tête, mais en fait les simulations alors l'image que je vous montre ici, on voit que c'est une voûte sexpartite, ce qu'on appelle une voûte sexpartite, parce qu'il y a 6 panneaux de voûtins. Et en fait, ce genre de structure, en fait, on est capable de la symétriser, donc de la couper en 4, et puis de mener des calculs juste sur un quart de voûte sexpartite. Donc ça permet déjà de diminuer la taille des calculs par 4, et puis d'y appliquer du coup des chargements qui seront symétriques. Ici, sur ce type de structure, en fait, ce qui nous intéresse, c'est, bah, en fait, comme on a dit avant, on a cet équilibre de poussée qui se fait entre les arcs-boutants et la voûte. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le comportement horizontal de la structure. Donc, typiquement, le mode de chargement qu'on va appliquer sur cette structure, ça va être de venir appuyer sur les deux côtés de chaque mur là, et de voir comment la voûte va se déformer au fur et à mesure qu'on appuie et comment l'arc-boutant va également se déformer au fur et à mesure qu'on applique un chargement vers l'intérieur, par exemple, ou vers l'extérieur également, quoi. Et du coup, il y a certains endroits où effectivement on est obligé de mailler de manière beaucoup plus fine nos éléments de géométrie, parce que par exemple là au niveau de la voûte, on a ce qu'on appelle les voûtins, donc c'est toute la couche qu'on voit en blanc qui est posée sur les nervures qu'on voit en rouge, et on voit que ces voûtins sont maillés de manière suffisamment fine pour pouvoir approcher de la meilleure manière en fait d'approcher le mieux possible le comportement des voûtins réels qui en fait ont vraiment cette épaisseur-là sur la cathédrale. Ici, pour la voûte du chœur, on a des proportions qui sont assez impressionnantes parce qu'en fait, pour une voûte du chœur là qui fait 13 mètres, 14 mètres de portée, on a une épaisseur pour les voûtins, donc la partie en blanche, qui est de l'ordre de 12 à 15 centimètres. Donc on a vraiment un rapport d'épaisseur par rapport à la portée qui est
qui est très diminuée, quoi. Donc on a une structure qui est vraiment qui est au fil, qui est vraiment très équilibrée, quoi. Et donc voilà, ces éléments très fragiles qui sont les voûtins, on est obligé de bien les mailler, de suffisamment mettre d'éléments dedans, et donc d'augmenter de fait la complexité et ouais, la complexité de convergence du calcul. C'est des questions qu'on essaie de faire avancer en ce moment, où en fait le solver élément fini qu'on utilise, du coup sur les systèmes HPC comme le Criant, donc c'est un solver qui s'appelle Castem, qui est Oui, utilisé par le CEA pour faire de la modélisation pour les centrales nucléaires notamment. Et en fait, ce solver, il utilise des processus qui, pour le moment, ne sont pas, sont pas, on peut pas paralléliser les procédures qui sont implémentées dans ce code de calcul élément fini. Donc ça veut dire qu'on peut pas, on va dire, séparer la structure en différentes sous-structures et puis ensuite rassembler les différents résultats pour avoir un résultat global. On va pas pouvoir, on va dire, diviser cette structure en plusieurs sous-structures plus faciles à calculer en quelque sorte. On va devoir faire tourner toute la structure sur un seul cœur de calcul, et ça va pas mal, limiter aussi la puissance de calcul qu'on a envie d'appliquer à une telle structure. Parce qu'en fait, on va dire la prochaine étape, ça serait de pouvoir appliquer le même type de calcul et de pouvoir calculer des éléments finis de génie civil avec des éléments non linéaires euh, comme les éléments joints ou comme plein d'autres éléments qui peuvent exister. Euh, Par exemple, il y a des éléments non linéaires où on peut implémenter des lois en fonction de la température, du degré d'hydratation ou des choses comme ça selon les matériaux. Et en fait, ces éléments-là, on aimerait bien les implémenter dans des codes de calcul à la différence de Castem qui permettrait de faire de la parallélisation. Donc de faire tourner en fait ces simulations sur plusieurs cœurs de calcul en même temps. Et on ne serait pas limité du coup, on va dire, en mémoire ou en nombre de processeurs, quoi. Codaster, j'ai plusieurs collègues qui bossent avec Codaster. Et oui, c'est aussi un logiciel. Alors moi, je connais pas du tout, mais en fait, il y a beaucoup de lois éléments finis. Donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de mon travail de recherche en tant que maître de conférence, c'est de développer des non-linéarités, non plus seulement pour les éléments joints, mais aussi des non-linéarités d'endommagement, par exemple, ou de plasticité dans les éléments volumiques, que ce soit pour la pierre, pour les bétons, pour n'importe quel matériau. Et donc, toutes ces non-linéarités, il faut réussir à les implémenter dans des codes de calcul après, donc, comme Codaster ou Castem. Et alors, j'ai pas mal utilisé Castem de manière personnelle, mais après, j'ai pas mal de collègues aussi qui utilisent aussi Codaster, ouais. Il y a des collègues de l'école des ponts qui en fait ont fait des approches de type calcul à la rupture. Donc mm, calcul à la rupture en 2D sur des structures de voûtes ou d'arcs-boutants. Et je vous avoue que je sais pas s'ils sont lancés dans des calculs de type avec des éléments coques. Mais bon, ce que je me dis, alors là je vous réponds, je réfléchis en même temps que je réponds. En fait, dans des structures comme ça, il y a des comportements qui peuvent être approchés par les modélisations avec des éléments coques, mais il y a aussi des comportements d'ouverture de joints et de torsion et de glissement un peu particuliers qui en fait sont difficilement appréhendés par des modélisations en éléments coques. Mais ça pourrait être une approche intéressante de voir jusqu'où est-ce qu'on peut comment dire, qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis entre justement ne pas modéliser tout en éléments volumiques massifs comme ça a été fait ici, mais mm, peut-être faire des modèles hybrides par exemple où on a certaines parties de la structure qui sont modélisées avec des éléments coques, certaines parties qui seront modélisées avec des éléments massifs. Et là, ce que permet de faire en fait cette approche où on modélise tout en éléments massifs volumiques en 3D, en fait, ça va être de pouvoir
pouvoir surtout regarder ce qui se passe au niveau des joints de mortier, au niveau des joints où on a en fait dans des structures en maçonnerie, on aime bien retrouver les ouvertures de joints, les glissements, voilà tous ces comportements non linéaires qui sont en fait difficilement approchables quand on fait des modélisations un peu plus épurées et simplifiées, comme des éléments coques ou des éléments poutres. Très bonne question, parce que c'est justement alors ça a été alors en fait hier j'étais à une soutenance de thèse à Bordeaux, où c'était justement la problématique qui était posée dans la thèse. Et en fait, il y a pas mal de travaux qui ont montré, et notamment des modélisations qui ont été faites dans le cadre du chantier scientifique, qui ont montré qu'en fait, l'effet des dilatations thermiques sur la maçonnerie directement, c'est des effets du premier ordre qui permettent d'expliquer en fait les déformations qu'ont subi la cathédrale entre avant incendie et après incendie. Alors, je vais essayer de développer là-dessus, mais en gros, si on peut partir du nuage de points, le nuage de points, il y a un premier nuage de points qui a été fait en 2009 de la cathédrale, donc qui permet de servir de référence en quelque sorte. Et puis il y a un autre nuage de points qui a été fait après l'incendie, et qu'en fait quand on superpose les deux, on voit que, alors je vais retourner sur la vue de la cathédrale. En fait, quand on superpose les deux nuages de points, donc celui de 2009 avec celui de 2020, eh bien on voit que la tête ici, la clé de voûte a monté de plusieurs dizaines de centimètres. Et en fait, ce phénomène, alors avec plusieurs autres phénomènes cinématiques un peu partout dans la voûte et dans les murs, mais ça c'était on va dire le phénomène principal. Et en fait, ces déformations, elles ont été, on a pu valider le fait avec les différentes modélisations justement qui mettent en place des couplages thermomécaniques. On a pu montrer qu'en fait les effets de dilatation thermique, de dilatation due à donc des déformations qui sont dues à des gradients thermiques, à des grosses différences de température, c'est ce qui a provoqué en fait les déformations de la cathédrale pendant l'incendie et après l'incendie du coup. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le sujet, mais en gros pour vous résumer très rapidement, il y a plusieurs scénarios qui ont été testés dans les modélisations pour essayer de reproduire au mieux, on va dire des scénarios d'incendie qui auraient pu être appliqués sur le haut, sur l'extradose des voûtes. Parce qu'en fait, c'est toujours compliqué de savoir exactement, en termes de ce qu'on appelle de conditions limites, qu'est-ce qu'on va imposer en fait au niveau de notre maillage de calcul pour essayer de simuler l'incendie. Donc il y a plusieurs scénarios différents avec des montées en température, des flux de chaleur imposés, avec des conditions limites très particulières, des convections, etc. Et alors, ce qui nous a pas mal aiguillé, en fait, ça a été d'aller directement sur site et puis d'aller récupérer dans l'épaisseur des voûtes, dans l'épaisseur des voûtins directement, d'aller récupérer des éprouvettes, enfin ouais, de récupérer des échantillons en fait de voûtins. Et avec une analyse par colorimétrie, en fait, on est capable de retrouver un profil de température maximale qui a été atteinte dans l'épaisseur du voûtin. Et donc ça, par exemple, c'était le sujet de la thèse, ça faisait partie des sujets abordés dans la thèse de Ali Boukam, qui a soutenu très récemment sa thèse à l'Université de Bordeaux, et qui montrait justement que au fur et à mesure qu'on s'écarte de l'épaisseur, qu'on s'écarte de l'extrados, en fait, on a une température maximale atteinte dans l'épaisseur du voûtin qui diminue au fur et à mesure. Et alors, toutes les déformations qui ont été dues aux dilatations thermiques, c'est une première chose. Et après, il y a tout un faciès de fissuration qui ont été obtenus par les simulations et qui ont pu être comparés avec des observations sur site pour établir qu'en fait, quand on chauffe extrêmement fort jusqu'à 800 degrés voire plus l'extradose de ces voûtins, et même voilà toutes les parties qui ont été chauffées à 800 degrés ou plus, en fait, elles ont été très fortement dilatées du fait des dilatations thermiques,
Et la pierre et sa capacité mécanique en compression et en traction font que quand vous chauffez une pierre très fort en extrados et que vous laissez en intrados à température ambiante, et ben vous avez des fissures qui vont apparaître, des fissures de plusieurs types qui vont apparaître dans la voûte. On a des fissures de ce qu'on appelle des fissures de délamination, où en fait la partie la plus proche de l'extrados va se fissurer après 3 cm et en fait va complètement se séparer on a 3 cm de l'extrados qui vont complètement se séparer du reste des voûtins du fait de ces dilatations thermiques. Et donc ces résultats-là, alors c'est pas moi qui les ai calculés, mais c'est du côté de l'Université de Toulouse, justement, un collègue qui s'appelle Pierre Morénon, et qui a justement travaillé sur Codaster, et qui a montré du coup que les effets de dilatation thermique, c'était des effets du premier ordre qui permettaient d'expliquer non seulement les faciès de fissuration dans la voûte, mais aussi les déformations thermiques après incendie, quoi. Enfin les déformations observées après l'incendie. Ok, donc ça c'est l'un des exemples de résultats de calcul qu'on peut obtenir après qu'on ait suffisamment travaillé notre maillage et puis fait en sorte que la modélisation puisse converger au final et que lorsqu'on applique des chargements, comme ici un chargement des murs vers l'extérieur, et bien quand on applique ces chargements-là, on a une structure qui arrive à converger, on a un équilibre mécanique qui puisse être suivi au fur et à mesure de l'application du chargement. Et donc ça nous permet après de post-traiter tous ces résultats. Alors, il faut savoir que les résultats de calcul qui ont été traités sur le client, ça nous donne des fichiers de post-traitement qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de gigas pour chacun des scénarios de chargement qui sont appliqués. Et donc, c'est aussi, ça a été aussi très pratique du côté du client d'avoir, on va dire, pas mal de place pour accueillir ces données, quoi. Voilà. Et voilà, alors ce qu'on peut voir ici, là, c'est des contraintes de compression, des contraintes principales de compression dans les blocs de pierre au fur et à mesure qu'on applique le chargement vers l'extérieur du vaisseau central de la cathédrale. Donc on voit qu'en fait, quand on commence à appliquer notre chargement vers l'extérieur, on a notre voûte qui au début n'est pas trop chargée en contrainte principale de compression. Et au fur et à mesure que le chargement va s'appliquer de plus en plus vers l'extérieur, on a un système qu'on appelle un système de poussée qui va se mettre en place, qui est un peu particulier, et qu'on appelle un système de poussée passive pour la voûte. C'est-à-dire que la voûte va se comporter de manière très passive et va juste s'appuyer sur les arcs-boutants au lieu d'essayer de les repousser de manière active. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des concentrations de contraintes en certains points du maillage où on dépasse des contraintes de 1 MPa en certains points. Et puis, à l'inverse, on a d'autres zones qui sont quasiment déchargées en compression. Et ce qui est assez intéressant avec ces visualisations, avec ces post-traitements, c'est que c'est de pouvoir voir un petit peu le cheminement des forces dans ces structures qui sont relativement complexes, où c'est assez dur d'anticiper ce qui peut se passer en termes de distribution des efforts dans chacun des blocs et dans la voûte au global quand on n'a pas le résultat de simulation a priori, quoi. Et donc ici, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que dans certains panneaux de voûtin, on va avoir des cheminements d'efforts qui vont être de ce type-là au fur et à mesure qu'on applique notre chargement vers l'extérieur. Et, qu'en fait, les joints qu'on a modélisés permettent aussi de retrouver ces distributions d'efforts avec pas mal de précision, parce qu'en fait, il y a certains joints qui vont juste tout simplement s'ouvrir et ne plus transmettre aucune force entre deux blocs donnés, et il y a d'autres joints qui vont au contraire bien se refermer et transmettre beaucoup plus de contraintes, et ça va permettre tout ça de faire une redistribution d'efforts dans la structure qui puisse approcher au plus possible la distribution d'efforts réels dans la structure. Voilà. Quand on a, comme ici, un chargement, un déplacement des appuis vers l'extérieur.
donc là, sur ces résultats de post-traitement, ces résultats de simulation qui ont été post-traités, en fait, on voit que les déformations, elles ont l'air assez catastrophiques. En fait, on a l'impression que là, que les arcs-boutants sont prêts à s'effondrer et qu'on a des ouvertures de joints qui sont en fait qu'on n'observe pas sur la cathédrale de manière réaliste, quoi. En fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait du post-traitement avec des amplitudes de déformation qui sont amplifiées, en fait. On va avoir ici une déformation qui va être amplifiée 50 fois pour essayer de bien voir à quels endroits on va avoir des ouvertures de joints et à quels endroits les joints vont bien rester fermés. Donc ici, dès que vous voyez une ouverture de joint alors je prends par exemple l'exemple de cette ouverture de joint ici qui atteint peut-être sur ce résultat de post-traitement plusieurs centimètres, ben en fait dans la réalité ça va pas être plusieurs centimètres, ça va juste être quelques millimètres. Donc ça permet en fait de visualiser avec un certain recul, c'est un recul un peu critique justement, de visualiser ces états d'ouverture de joint et aussi de glissement de joint pour certains chargements. Donc de la même façon que juste avant, en fait, alors ici on a un chargement qui est appliqué en déplacement imposé vers l'intérieur de la cathédrale. Et en fait, c'est le déplacement inverse, le chargement inverse de celui qu'on a appliqué juste avant. Ici, au lieu d'appliquer un déplacement vers l'extérieur de la cathédrale, on va appliquer un déplacement vers l'intérieur de la cathédrale et on voit que la voûte a un comportement très différent. Et en fait, la voûte va cette fois résister à ce chargement qui lui est appliqué. Et au lieu de se reposer un peu de manière passive sur les appuis quand on est placé vers l'extérieur, ici, quand on appuie vers l'intérieur de la cathédrale, on a une voûte qui va réagir de manière active et qui va, comme on le voit ici, avoir tendance à se relever au niveau de la clé et de la partie sommitale de la voûte. Et donc on a des contraintes, on va dire une mise en contrainte de la voûte qui va redistribuer du coup tout cet effort appliqué vers l'intérieur entre tous les blocs de la structure, et donc avec des distributions d'efforts, des distributions de contraintes. Ici, on a toujours les contraintes principales de compression dans les blocs, et donc on voit une distribution de contraintes dans cette situation, dans le cas d'une situation d'une voûte en poussée active, qui est très différente de celle qu'on obtient dans une voûte en poussée passive. Et donc ce type de simulation, en poussée active et en poussée passive, ça permet en fait de voir un petit peu, de donner une carte d'identité du comportement de la voûte dans des chargements horizontaux, qui peuvent être par exemple des chargements de vent. Typiquement, quand on a des chargements de vent sur la cathédrale, on va avoir des turbulences qui font qu'on va avoir une partie qui va aller vers l'intérieur de la cathédrale. Et en fait, euh, quand on a des turbulences, on va avoir pareil de l'autre côté un comportement qui va avoir tendance à rentrer, un comportement du mur qui va avoir tendance à rentrer vers l'intérieur de la cathédrale. Et en fait, ce type de chargement qui est simulé va nous permettre en fait de savoir comment la voûte se comporte quand on a des charges de vent d'une certaine amplitude qui sont imposées sur la cathédrale. Et ça, alors ce type de raisonnement, ça permet aussi de rassurer les architectes en chef des monuments historiques sur les décisions de reconstruction et sur le fait que la cathédrale continue à se comporter de manière relativement correcte, même quand il y a un chargement thermique assez sévère qui s'est appliqué dessus. Et ça permet aussi de proposer des préconisations assez particulières sur la manière de reconstruire des parties qui ont été démolies ou de fortifier des parties qui ont été fortement endommagées par l'incendie, comme dans le chœur par exemple. Voilà, ça permet, c'est un bon outil, cet outil de modélisation, c'est un très bon outil pour l'aide à la reconstruction, non seulement de la cathédrale Notre-Dame en particulier, mais aussi pour, on pourrait s'imaginer pour n'importe quelle structure, n'importe quel monument dont enfin, dont la connaissance de la mécanique est pas forcément très développée. On ne sait pas forcément comment fonctionne une structure qui a été construite il y a beaucoup d'années, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir à l'intérieur de la structure.
il y a des matériaux en fait qui sont dont les modélisations ne sont pas forcément très développées dans les bureaux d'études habituellement. Et donc ce type de modélisation un petit peu avancée, qui sont réalisées dans les universités, dans les laboratoires de recherche, lorsqu'elles sont mises après en application sur des calculateurs haute performance comme le Crian, on arrive à avoir des résultats qui permettent d'aider concrètement les architectes en chef des monuments historiques, par exemple, pour prendre des décisions de reconstruction. Alors en fait, les premières modélisations, elles ont pu être lancées à partir de 2021. Et donc il y a eu plusieurs phases avec différentes études qui ont été faites avec la maîtrise d'œuvre du chantier de reconstruction. Et du coup, les toutes premières études, on les a commencées en 2021. Et les premières phases ont pris plusieurs mois. Donc on a pris plusieurs mois pour faire des premières modélisations de voûtes et d'arcs-boutants. Et ensuite, on a eu on a ralenti un petit peu le rythme après cette première phase, et ensuite on a repris plusieurs études à partir de début 2022. Et donc en tout, il y a eu en cumulé on va dire une période de temps entre 1 an et demi et 2 ans en cumulé d'études de structure qui ont été faites pour la cathédrale. Et donc en parallèle de ces études, moi j'ai pu faire ma thèse de doctorat sur la modélisation des structures en pierre. Et donc les études qui ont été faites sur Notre-Dame et qui ont été permises par l'utilisation de Crian, ça a pas mal permis d'irriguer aussi les travaux de recherche au laboratoire, et donc de faire des modélisations qui concernaient pas forcément Notre-Dame, mais qui permettaient en fait de mieux comprendre aussi les structures en pierre. C'est pas forcément une solution pour tous les problèmes, et il faut toujours essayer de trouver un compromis en fait. Alors moi, c'est difficile de parler pour des petites structures ou d'autres structures autres que les labos de recherche. Mais par exemple, dans le cadre d'un laboratoire de recherche, ça va être, comment dire, on va, comme vous dites, hein, on va pas hésiter à utiliser des moyens de calcul qui vont être très importants et qui vont essayer de pousser au maximum les potards pour essayer de pousser les simulations et de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller de manière très brute, quoi, de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme résultat en mettant le plus de non-linéarité possible dans nos éléments. Et après, il y a une approche qui consiste en fait à prendre un petit peu de recul et puis à se dire ok, qu'est-ce qu'on arrive à développer comme modèle et à faire, comme on parlait tout à l'heure, des modèles hybrides par exemple, qui permettent d'alléger un peu les charges de calcul et de recomprendre aussi la mécanique sous-jacente à des structures qui sont complexes. Dans le cadre de Notre-Dame, par exemple, on discutait de savoir s'il fallait mettre des éléments coques au niveau de la voûte ou alors de garder des structures en bloc à bloc comme ça. Et c'est ce type de questions qu'on pourrait se poser, par exemple. Et là, on a une super démonstration qu'un problème apparemment très compliqué, où on pourrait se dire on n'arrivera jamais à faire, quoi. Eh bien, on y arrive. On y arrive, et justement en mixant différentes spécialités de modélisation, etc. Puis à la fin, on met en œuvre, et il se trouve que la taille des modèles fait qu'on doit passer sur le HPC. Mais je pense qu'il faut, ces entreprises donc, qui n'ont pas encore de modèle, il faut qu'elles commencent par peut-être collaborer, si leur problème est complexe, qu'elles commencent par collaborer avec avec un labo de recherche qu'elles peuvent rencontrer lors des journées Carnot, ou voilà, elles trouveront des réponses pour rencontrer des labos de recherche où il y a des spécialistes qui pourront les aider à mettre en place des modèles. Et ensuite, s'il y a besoin de gros calculs, elles peuvent venir sur le HPC, mais il faut d'abord un modèle avant de venir sur le HPC. Pour préciser donc les nœuds de calcul que tu utilisais, Paul, au moment où tu as fait ta thèse, c'était notre ancien calculateur Myriad, donc qui était avec des bisockets Broadwell, où tu avais par
par nœud de calcul 28 cœurs et 128 gigas de RAM. Et c'est les 128 gigas de RAM qui t'étaient vraiment utiles, je pense, vu la taille de tes maillages. C'est ça. Et, ouais. Et du coup, on te dédiait un nœud complet, même si tu n'utilisais qu'un seul cœur, puisque ton code, finalement, était monocœur, quoi. Il n'était pas parallélisé C'est du ça. tout. Mm. Alors en ce moment, je sais qu'il y a des personnes au CEA qui travaillent sur, on va dire, le successeur du code de calcul Castem, qui va être pour le coup un code parallélisé. Donc Ah, ça va permettre de passer, on va dire, l'étape supérieure et d'aller utiliser plus qu'un seul cœur de calcul et de faire tourner des modèles fortement non linéaires avec beaucoup on va dire, d'historique de chargement et puis d'éléments non linéaires, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines années, quoi. Voilà. d'accord. Et du coup, MPI, OpenMP, non. Ça, je saurais pas vous dire encore. Ouais, ça, je sais pas encore. En tout cas, tu pourras revenir sur notre nouvelle machine qui est là, c'est 192 cœurs et 700, à peu près 750 gigas de RAM par serveur, donc c'est un peu plus, D'accord. plus performant. Et puis tu auras Et la en même ce chose à moment, ouais. Toulouse, au Calmip, À hein. Toulouse, exactement. Ouais, on a des discussions avec le Calmip, avec qui il y a pas mal de gens au laboratoire LMDC qui collaborent. Ouais, Et donc voilà, on a pas mal de liens aussi avec les personnes qui travaillent au Calmip. Ouais. ouais, bah, très bien. Alors les outils d'intelligence artificielle, c'est des outils qui ont des applications très ciblées, où on a des gros, pour résumer, on a des gros tas de données à nourrir en entrée, et en sortie, on peut avoir des réponses qui restent dans un espace de solution qui doit être bien compris et bien maîtrisé, quoi. Et alors, sur le cas de la cathédrale Notre-Dame, il y a des capteurs évidemment qui ont été placés dans le cadre de la reconstruction et qui permettent de suivre les des formations à long terme de la structure. Donc typiquement, quand vous avez une structure en maçonnerie neuve qui est construite comme une voûte, et ben vous avez donc vous montez la voûte bloc par bloc avec des joints de mortier. Et quand vous retirez le support qui vous a permis de construire la voûte, bah, vous revenez 6 mois plus tard et vous avez vu que la voûte est là légèrement baissée. Donc ça, c'est des effets qui sont dus à des effets de séchage du mortier et des effets de fluage, ce qu'on appelle du fluage du mortier, et donc qui contribuent à faire vivre un petit peu la cathédrale, à faire vivre un petit peu les constructions neuves, pardon, après plusieurs mois après leur construction. Et donc pour suivre cet état de déformation qui est attendu, qui est prévu, hein, il y a des capteurs qui sont placés sur les parties qui ont été reconstruites à neuve et qui permettent en fait de suivre ces déplacements au fur et à mesure et de bien contrôler que tout se passe comme prévu, quoi, en quelque sorte. Et après, en fait, il y a pas mal d'applications de modèles, de modèles de machine learning qui sont appliqués à des problèmes de type analyse inverse. Donc typiquement, quand on a beaucoup de données d'entrée, alors je vais prendre un exemple où par exemple on a eu un bloc de pierre en face de soi, donc on voit évidemment pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce bloc de pierre, on ne sait pas s'il y a des fissures, on ne sait pas s'il y a des porosités, s'il y a des trous, etc. Tout ce qu'on a accès, c'est on va dire l'état de surface extérieure, et puis on a sur nous un espèce de radar qui est capable d'envoyer des impulsions et de déterminer s'il y a une fissure qui est plus ou moins proche. Et donc juste avec ce type d'entrée de données, donc on peut faire des milliers d'acquisitions pour nourrir notre modèle de machine learning. Euh, et donc juste avec ce type de données d'entrée, ben, on arrive à reproduire en quelque sorte une espèce d'image de ce que pourrait être l'intérieur le plus probable de ce bloc de pierre où a priori on voit pas l'intérieur, quoi. Donc ça, sur des problèmes d'analyse inverse, c'est des choses qui sont. Alors moi, je sais, c'est pas du tout mon domaine d'étude, mais je tire ça d'autres personnes qui s'y connaissent beaucoup plus que moi et qui travaillent sur ces sujets au laboratoire. Mais c'est des applications pour lesquelles l'usage de l'IA fait partie effectivement
de choses assez habituelles en fait. Voilà. Et encore une fois, comme c'est pas du tout mon domaine d'étude, donc je parle vraiment sous le contrôle de personnes qui s'y connaîtraient un peu plus, quoi. Voilà. Ouais, alors dans le cadre du chantier scientifique et donc de l'étude de modélisation, on était en fait, il fallait qu'on aille directement sur site pour faire par exemple des prélèvements, pour faire des relevés de géométrie, pour essayer de voir. On avait certaines questions à se poser pendant les études de modélisation, et donc ça nécessitait d'aller vraiment sur place pour prendre des photos, discuter avec les personnes qui font de la reconstruction, et puis voir comment se passe le chantier, et puis voir comment se font les choses de manière réelle pour pouvoir justement nourrir de la meilleure manière les décisions de modélisation qu'on fait. Pour, par exemple, sur les questions de phasage ou sur les questions de bah, dans quel ordre est-ce qu'on monte la charpente, dans quel ordre est-ce qu'on va monter telle arche dans une voûte, etc. Et donc ça permet de pas mal nourrir les débats et de pas mal, de pas mal alimenter les décisions qu'on a quand on fait des modélisations du coup. Et donc ouais, il y a eu plusieurs visites de chantier qui ont été faites pendant le chantier de reconstruction. Et notamment celle qui était la plus marquante, c'était on était allé faire une visite de chantier, donc le lendemain où le coq de la flèche avait été replacé. Et donc on a pu faire la grimpette et puis monter tout en haut de la flèche pour voir la vue sur Paris depuis le haut de la flèche dans les échafaudages en partie supérieure, juste à côté du coq de la flèche du coup. Voilà. C'était pas mal. Bon, il y avait beaucoup de vent, donc on avait un petit peu peur quand même. Il ne faut pas avoir le vertige. Ouais, il y avait certains chercheurs qui avaient un petit peu de vertige. C'était un peu plus compliqué pour eux, mais sinon, ouais, c'était assez sympa, quoi. Voilà. Ouais, alors je continue à bosser sur des modélisations et de manière assez générale sur des modélisations qu'on appelle ça des modélisations non linéaires. Donc c'est des modélisations où on va avoir par exemple je sais pas, n'importe quel matériau qu'on écrase, du béton, du bois, de la pierre par exemple, quand on l'écrase, il va pas se comporter de la même façon après qu'on l'ait écrasé qu'avant qu'on l'ait écrasé. Donc des choses comme ça, des choses sur ce qu'on appelle de l'endommagement, de la plasticité, et puis sur du couplage entre de la thermique par exemple et de la mécanique, du couplage entre des chargements hydriques et de la mécanique, et tout ça dans le cadre de modélisation, euh, toujours en modélisation non linéaire, donc qui nécessite du coup des gros algorithmes et des grosses implémentations, et qui à l'échelle de la structure du coup nécessite vraiment des gros moyens de calcul pour être mené au bout, quoi. Voilà. Donc pas mal, c'est encore pas mal dans mon sujet de recherche et ça va encore l'être pour pas mal d'années à suivre, quoi.